je me suis rendu compte que je suis peut-être lacanienne pour avoir étudié un peu le chinois autrefois. Parlait ainsi Lacan le 20 janvier 1971 lors du séminaire d'un discours qui ne serait pas de semblant, nous indiquant ainsi qu'en lisant Menzies, philosophe chinoise du 3e, 4e siècle avant Christ, on perçoit qu'il existait déjà une distinction rigoureuse entre le plan de discours, c'est-à-dire ce qui s'articule avec la parole, et le plan sensible, c'est-à-dire le monde. Dire est un fait de langage, et l'être parlant, le sujet lui-même, est un fait de langage, c'est-à-dire d'un langage parlé, un usage. Lacan en Chine, ce livre qui rassemble les témoignages d'une rencontre entre deux pays, deux langues, plusieurs discours, s'ouvre par un écrit de Monique Louret, psychanalyste française, qui pratique depuis de nombreuses années la psychanalyse également en Chine, qui nous dit comment la langue et la pensée chinoise ont permis à Lacan de faire ressortir l'altérité. Et ainsi, du coup, nos lecteurs aussi, en feuilletant ce livre, en trouvant sur une page le texte écrit en français et sur l'autre côté écrit en chinoise, on franchit un seuil et on touche l'altérité. Quand nous parlons du grand autre chez Lacan, nous parlons d'un lieu de signifiant, fait d'un langage vivant, fait de sons, de tons de la voix, de la langue, c'est-à-dire une langue qui convoque le corps, de mots qui touchent, qui affectent le corps et qui pour cela écrivent une trace, et dans l'analyse, dans l'acte analytique, produisent une nouvelle écriture, un changement. Or, lorsque nous parlons de production, nous entrons dans le discours capitaliste, qui n'est pas vraiment un discours puisqu'il ne crée pas le lien. Mais ce qui me semble plus important, c'est que la production implique à la fois la possession de l'objet et sa perte. On produit quelque chose que l'on peut avoir et en même temps perdre. On entre dans la dialectique de l'avoir et de l'être, du vide et du plein. Le vide est un point essentiel de la pensée chinoise et nous savons que Lacan le place également au centre de la structure même du langage et du sujet de l'inconscient. Le vide est une face du réel. Reprenons le rêve de Zhuangzi, cité à plusieurs reprises des auteurs de livres, qui rêve d'être un papillon, mais qui, à son réveil, ne sait plus si c'est lui qui a rêvé d'être le papillon ou si c'est le papillon qui a rêvé d'être Zhuangzi. Le sujet se perd dans l'objet, dans une inversion entre l'intérieur et l'extérieur qui nous conduit à la limite de l'intimité, celle que Yan Elai, psychanalyste en Nanjing, qui écrit dans le livre, appelle le voie de passage, celle qui garde l'intimité. Et il se réfère bien à l'architecture de la maison, parce que l'inconscient habite le lieu. Et comme l'art de la photographie nous montre bien, chaque espace est toujours un espace habité. L'intimité, c'est quoi? François Julien nous dit que le mot intimité renvoie à ce qui est le plus interne à chacun, mais aussi il se réfère à l'union intime à l'autre. Et pour cela, on est renvoie au dehors. Lacan aussi associe l'intime à l'extériorité en le renommant extime. Par la langue, on peut toucher les hors-sens, autre nom du réel, comme nous dit Nathalie Descazas, qui enseigne le chinois à Bordeaux,
qui nous dit que grâce à l'analyse, elle a compris son choix à 15 ans d'apprendre le chinois, une langue tiers entre l'espagnol, la langue maternelle de ses parents, et le français, langue étrangère qui porte la marque de l'exil. C'est les chinoises, et l'analyse aussi, qui lui a permis de toucher la langue maternelle pour s'en détacher. Pour conclure, dans ce livre, tous ces voix et ces écrits de la pratique analytique en Chine nous montrent que la clinique lacanienne porte sur la voie extatique de tout est cela, comme Lacan dit à la fin de son écrit Le stade noir, qui résonne avec le proverbe chinois « Si tout ne voit pas le monde loup, c'est parce que tout est déjà sur le monde loup ». C'est ça.